Les années SIDA, Frédéric et Valentine. Première campagne de prévention et intensification de la recherche. Mai 1987. Enfin, en janvier 1987, la publicité pour les préservatifs masculins fut autorisée. La première campagne d'information s'adressait aux jeunes ayant des pratiques hétérosexuelles. Le sida ne passera pas par moi. La première brochure rappelait que la maladie pouvait être évitée. Puisqu'elle ne se transmettait que par voie sexuelle ou par le sang, il était facile de se protéger, de protéger les siens. Toutefois, le préservatif n'était pas évoqué. Ce fut dans une autre version de brochure qu'il fut présenté comme le nouveau geste amoureux où la femme proposait le préservatif. Puis le décret du 13 mai de la même année rendit légale la vente libre des seringues dans les pharmacies. Michel Barzac avait tenu parole. En effet, les refus ne manquèrent pas pour entraver le combat du ministre de la Santé. La nouvelle avait été annoncée au journal télévisé et ça discutait beaucoup dans la salle de pause du service des maladies infectieuses. Comme dans toute la France, il y avait ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Parmi les pros figuraient Frédéric et Valentine. Cette dernière ne se gêna pas pour monter au créneau. Barzac a vraiment eu du cran de tenir face à toutes les levées de boucliers. Elle a raison de dire que les toxicos sont des vies à épargner, pas seulement des malades à soigner, à sevrer, comme le dit le ministre de la Justice. Évidemment, comme il est en charge de la lutte contre la toxicomanie, il les traite avant tout comme des délinquants. Le seul point sur lequel je suis d'accord avec lui, c'est quand il les considère comme des malades. J'avoue que je suis plutôt contre, intervint alors le chef de clinique. Et beaucoup de médecins le sont. Ceux qui interviennent auprès des toxicomanes évoquent même le danger d'une poussée de la toxicomanie. Olivenstein est dans le lot. Certaines associations sont également contre, tout comme la commission des stupéfiants. Oui, mais les services de la santé ont passé outre et rédigé le décret, rétorqua Valentine. Les pharmaciens aussi sont archi contre. Ils ont même réclamé le droit d'appliquer la clause de conscience. Pourtant, l'Ordre des pharmaciens et l'Académie nationale de pharmacie se sont montrés d'accord en décembre, l'année dernière, pour modifier la réglementation dans le but de permettre une diffusion plus adaptée des seringues. Et en janvier, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins a déclaré dans une lettre au ministre que même s'il n'y croyait pas vraiment, il ne voyait pas d'inconvénient à ce que les seringues soient vendues sans ordonnance par les pharmaciens. Il n'empêche que Barzac a du cran. Même Pasqua lui a dit qu'elle dépassait les bornes. Heureusement, Chirac l'a soutenu. Dois-je te rappeler que ce décret entre en application uniquement à titre expérimental pour 1 an, précisa le chef de clinique. Au moins, ça va permettre de voir si les effets sont positifs ou non. On verra si les toxicos jouent le jeu et si la contamination par ce biais ralentit. Ça, j'ai du mal à y croire, émit Amélie, une autre infirmière. On verra. En tout cas, la promotion du préservatif et la vente libre des seringues prouvent que les politiques commencent à se bouger. Au moins, ça y est, le sida est devenu officiellement une grande cause nationale. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait parler dans les chaumières, dit un interne. Et certains journalistes disent même qu'il y en a assez avec le sida. Ils ne se rendent même pas compte, ces idiots, les mêmes d'ailleurs, qui ne croient pas que les hémophiles ont été contaminés, qu'il s'agit d'une véritable épidémie, réagit vivement Valentine. Les chiffres sont là, bon sang. Rien qu'en France, de 59 cas en 83, on en est à plus de 1600. Aux États-Unis, 3338 cas en janvier 84 et cette année en janvier, 29 500, dont 17 000 décès. Et ces chiffres ne prennent en considération que les cas déclarés. Ils sont donc largement sous-estimés. Il y a un aspect dont on ne parle pratiquement pas, qui est pourtant important, en tout cas pour moi. Peut-être parce que j'ai travaillé en gynéco. C'est celui de la transmission fœto-maternelle et par le lait maternel. Tu as raison, Amélie, répondit Valentine. Actuellement, les femmes séropositives ont presque 1 chance sur 2 de transmettre le virus à leur enfant. Le seul moyen aujourd'hui, c'est de les dissuader d'être mères. J'espère qu'on va trouver un moyen d'empêcher cette transmission pour leur permettre d'enfanter un jour. Il paraît qu'aux States, la FDA a autorisé depuis mars l'utilisation de l'azidofudine, enfin l'AZT, un médicament antirétroviral pour traiter les symptômes du sida.
C'est à cet essai que va participer Frédéric, demanda Amélie. Non, il est très dubitatif sur cet essai, sur des personnes séropositives asymptomatiques. Du fait qu'un traitement précoce des personnes atteintes du sida n'avait pas révélé d'intérêt très significatif par rapport à un traitement différé. De plus, certains commentaires pour justifier cet essai lui ont paru surprenants. Non, lui va participer au test HIV 87, le protocole Imutiol qui va commencer en juillet avec des personnes au stade précoce de l'infection par le VIH. Le programme national de recherche sur le sida avait été lancé en mars. Toutefois, le budget attribué ne serait réparti qu'en septembre. L'AZT venait d'être commercialisé aux États-Unis, également en mars. Mais le prix d'une année de traitement était très élevé puisqu'elle coûtait pas moins de 10 000 $. Dès le 24 mars, les militants de l'association ACT UP, qui venait juste d'être fondée et dont la devise était « Silence égale mort », avaient décidé d'une première manifestation à l'intersection très fréquentée de Wall Street et Broadway, près de l'église Trinity, dans le but de causer une perturbation majeure pendant l'heure de pointe du matin. L'objectif des quelques 250 manifestants, allongés dans la rue et ou tenant des pancartes, était de demander aux entreprises et au gouvernement d'agir pour mettre fin à la crise du sida, qui durait depuis plus de 5 ans. Burroughs Wellcome, la société pharmaceutique qui fabriquait l'AZT, le seul médicament approuvé contre le sida à l'époque, et la FDA était particulièrement visée. Le tract qui avait annoncé la manifestation énumérait plusieurs demandes immédiates. La libération des médicaments vitaux par la FDA, la disponibilité de médicaments abordables, l'éducation du public pour lutter contre la propagation du sida et la promulgation de politiques visant à mettre fin à la discrimination liée au sida sur le lieu de travail, dans le logement, les assurances et les traitements médicaux. Peu après la manifestation, la FDA avait annoncé qu'elle allait raccourcir de 2 ans son processus d'approbation des médicaments. Le processus pouvait alors prendre jusqu'à 9 ans, un temps dont ne disposaient pas ceux qui vivaient alors avec le virus, nommé VIH depuis mai 1986, au lieu de l'AV. L'AZT avait commencé à être testé en Europe en janvier, et cet essai allait durer 2 ans. Si Frédéric avait choisi de ne pas participer à ces tests, il avait en revanche constitué son dossier pour l'HDR. Celui-ci comprenait notamment, dans les activités qu'il avait exercées, l'encadrement d'étudiants de master recherche, le co-encadrement de thèse, l'animation et la participation à des colloques, l'obtention de contrats de recherche et ses collaborations nationales et internationales. Il avait dû lister ses publications classées, thèses, ouvrages propres ou collectifs, chapitres d'ouvrages collectifs, articles dans des revues scientifiques à comité de lecture, etc. Et rédiger un mémoire de synthèse ainsi qu'un résumé de 3 pages. Un PUPH du CHU de Rouen avait accepté d'être son garant pour l'habilitation, soutenait son inscription et allait organiser sa soutenance. L'autorisation d'inscription serait prononcée par le président de l'université sur proposition de la commission de la recherche, après examen de son dossier et de l'avis d'un rapporteur désigné par le conseil en interne. La décision lui serait transmise courant mai pour qu'il puisse s'inscrire pour l'année universitaire. Ensuite, il s'attellerait à l'essai HIV 87 qui devait durer jusqu'en septembre 1988. Le sida était peut-être devenu une cause nationale, cependant les mentalités peinaient à évoluer. Il n'était pas rare que, lors des repas entre amis, Frédéric et Valentine abordent le sujet. Ils se retrouvaient régulièrement avec Olivier, qui avait noué une relation avec Sonia, l'amie photographe de Valentine, et avec Rudy, lorsqu'il n'était pas en tournée avec sa compagnie. Ce soir du 9 mai, le thermomètre affichait encore 22 degrés, et ils étaient installés dans le jardinet du duplex de la rue Orbe. Tous avaient regardé l'émission L'heure de vérité 3 jours auparavant, et tous, ils avaient été horrifiés par les propos de Jean-Marie Le Pen, le président du Front National,
qui, face à l'épidémie, avait proposé d'enfermer les malades qu'il appelait les sidaïques, ces espèces de lépreux, dans des sidatoriums. Les discussions allèrent donc bon train sur le sujet. L'immigration ne lui suffit plus. Il a trouvé un nouveau thème porteur pour l'élection présidentielle de l'année prochaine, le sida. Je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit « les grandes épidémies font peur ». C'est effectivement le cas. Mais il va devoir se renseigner un peu mieux sur les voies de transmission de la maladie, dit Olivier avec un sourire ironique. Nos patients atteints de sida et les séropos sont des lépreux qui peuvent transmettre la maladie par simple contact avec la salive, la transpiration. Non mais je rêve, explosa Valentine. Non mais quel abruti! Et son néologisme, les sidaïques, ça me sort par les trous de nez qu'on réduise une personne à sa maladie. Cela ne m'étonne pas de lui, ceci dit. Réduire une personne à sa maladie, c'est exactement comme la réduire à la couleur de sa peau ou à son orientation sexuelle, c'est-à-dire du racisme. Rudy ne put s'empêcher de rire à la saillie de sa meilleure amie. Tu imagines ceux qui cumulent les trois, homo, de couleur et séropos. Valentine sourit avant d'ajouter « Mouais, et un homo est déjà un malade mental selon la classification internationale des maladies, au même titre que l'individu lambda atteint de schizophrénie ou de dépression. Et l'homosexualité n'a été dépénalisée qu'en 82. C'est pour ça que tu me dis souvent que j'en ai un petit grain, blague Rudy. C'est malin. Wie dumm du manchmal sein kannst, aber ich mag dich trotzdem. Personne ne fit de remarque lorsqu'elle était passée du français à l'allemand. Ils en avaient tous l'habitude. Moi, j'ai beaucoup aimé lorsque Duroy lui a dit qu'il acceptait de laisser en liberté les quelques 200 000 porteurs asymptomatiques, qui sont aussi contagieux, voire plus, puisque rien ne permet de les repérer, intervint Sonia. Oui, ça c'était bien envoyé, dit Frédéric. Il n'empêche que selon le sondage Sofres, 39% des téléspectateurs approuveraient la mesure d'éviction qu'il propose. Ça fait peur. Ce qui fait peur, en fait, réagit Valentine, c'est la réaction des imbéciles, des brutes, des psychorigides obsédés par l'ordre moral devant la peur de la maladie épidémique, quelle qu'elle soit. J'ai lu dans le journal qu'en Belgique, les étudiants étrangers, surtout zaïrois, doivent obligatoirement subir un test de dépistage pour obtenir une bourse d'études. Il y a mieux, ajouta Rudy. En Allemagne, non seulement les populations à risque, c'est-à-dire les homos, les prostituées et les toxicos, sont soumis au dépistage, bon ça ok, mais aussi les enfants faisant partie des familles à risque pour aller en colo, et ce, avec l'approbation des parents. Il a même été proposé de tatouer sur la fesse les porteurs du virus, sûrement pour être reconnus de leurs partenaires occasionnels. Ça ne me surprend pas, dit Sonia. Ma sœur est hôtesse de l'air et le personnel navigant est soumis au test de dépistage pour entrer en Angleterre. Oui, et certains pays considèrent même comme une tentative de meurtre le fait, pour un porteur de virus, d'avoir des relations sexuelles sans avertir son partenaire de son état, ajouta Frédéric. Ce qui peut être compréhensible si les 10 rapports ne sont pas protégés. Moi, je préfère garder en tête une image positive, comme celle de la princesse Diana, en train de serrer la main d'un homme séropositif, sans gants, en avril, quand elle a inauguré la première unité VIH-Sida du Royaume-Uni, à l'hôpital Middlesex de Londres, destinée exclusivement aux patients vivant avec le virus, dit Sonia. J'aurais vraiment aimé être la photographe qui a pris cette photo. Voilà quelqu'un qui essaye par ses actes de convaincre le public qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur. Le sida ne se transmet pas par le simple toucher. Le professeur Hacheret, septembre 1988. En mars de cette année 1988, Frédéric avait présenté ses travaux en soutenance en vue de l'obtention de son HDR devant un jury de 6 membres, dont un seul était un PEPH du CHU de Rouen, les autres venant de Caen, Lille, Strasbourg, Lyon et Paris. Il ne manquait plus que sa qualification par le Conseil national des universités. En attendant, il continuait ses recherches et il publiait régulièrement les résultats de ses travaux. Sa première lectrice était Valentine, qui ne se gênait pas pour faire ses commentaires. Elle corrigeait aussi ses articles en anglais et avait même demandé à son mari
si elle pouvait les traduire en allemand pour le périodique Deutsche Medizinische Wochenschrift. Cela avait été le cas pour une étude sur les lymphomes non-Hodgkiniens liés au sida. Infirmière expérimentée, elle s'était elle-même lancée dans la rédaction d'un article qui était plus un témoignage pour l'association AIDS. Si les soignants étaient désormais plus au fait de la maladie, ils étaient souvent pris de court par la croissance exponentielle du nombre des malades et leur lot de souffrances, par les difficultés d'accompagner ces malades qui mouraient en quelques mois et d'apaiser la douleur omniprésente lorsque les infections opportunistes apparaissaient. L'accompagnement des patients atteints de sida en fin de vie était une préoccupation chez Valentine, qui avait accueilli avec joie la circulaire Larocque relative à l'organisation des soins et à l'accompagnement des malades en phase terminale, publiée 2 ans auparavant. Ce fut cette fois Frédéric qui la poussa à envoyer son article à une revue professionnelle française et qu'elle envoya aussi à la revue Krankenpflege, publiée en français, allemand et italien. Ils se boostaient l'un l'autre. Ce soutien mutuel les aidait aussi à supporter le quotidien à l'hôpital, devenu un mouroir dans les services accueillant les malades du sida. Une véritable hécatombe. En début d'année, la majorité des cas de sida concernaient les populations homosexuelles et bisexuelles, puisqu'elles représentaient 1661 cas sur 2504, suivis par les toxicomanes au nombre de 309. 81 cas étaient à la fois homosexuels ou bisexuels et toxicomanes. Les transfusés étaient au nombre de 82, les hétérosexuels, hommes 50, contre 33 chez les femmes. Quant aux homophiles, ils étaient 29. La Haute-Normandie ne comptait que 43 cas sur les 2504 recensés. Cependant, ces cas de sida étaient le reflet d'infections ayant eu lieu plusieurs années auparavant. En outre, la surveillance de la maladie pour en analyser les tendances de développement était imprécise, pour évaluer la diffusion du virus en cours, d'où l'intérêt des études séro-épidémiologiques pour compléter et valider les informations récoltées. En août, à la demande du ministre Claude Évin, le professeur Claude Gau avait remis un rapport sur le sida, permettant d'orienter la politique de lutte contre la maladie. Et puis, il y avait ceux qui ne développaient pas encore la maladie, les séropositifs, pour qui l'avenir était incertain. C'était à cela que Frédéric voulait consacrer l'essentiel de ses recherches. La loi du 27 juillet 1987 et le décret d'application du début de cette année 1988 sur les SDAG étaient arrivés à point nommé. Celui du CHU de Rouen était opérationnel. L'essai ACTG 019 sur des personnes séropositives asymptomatiques auxquelles Frédéric avait refusé de participer le laissait toujours aussi perplexe. D'autant que les divers groupes de sujets avaient été modifiés en cours d'essai, d'après ses confrères qui s'y étaient engagés. Depuis le mois de juillet de l'année précédente jusqu'en septembre, il avait participé au protocole Immutiol, un essai randomisé en double aveugle et contrôlé par placebo chez des adultes asymptomatiques ou peu symptomatiques infectés par le VIH. Ce produit était mal toléré pour beaucoup de ces patients qui présentaient des troubles digestifs. Et bien que des études antérieures aient montré des résultats opposés, cette étude avait suggéré que l'utilisation du ditiocarbe chez les patients infectés par le VIH devrait être interrompue. En effet, le risque de progression vers le stade SIDA, après ajustement pour tenir compte du nombre de CD4 au départ, était significativement plus élevé dans le groupe Immutiol que dans le groupe placebo. Le décret du président de la République nommant et titularisant Frédéric en qualité de professeur des universités praticiens hospitaliers était paru le 5 septembre 1988. Il était rentré tôt le samedi 10 septembre. Après un déjeuner tardif et une sieste câline pendant que Mélanie faisait la sieste, il avait voulu emmener sa petite famille se balader sur les quais. Il avait eu la chance de profiter de températures encore agréables
avant que le brouillard ne descende sur la ville vers 17 heures. À leur retour, il s'apprêtait à s'installer avec sa fille sur le canapé, mais Valentine l'attrapa par le poignet avant qu'il ait eu le temps de s'asseoir et se colla à lui pour l'embrasser. « Monsieur le professeur, vous allez devoir prendre une douche et vous faire beau. Ce soir, je vous emmène au restaurant pour fêter votre nomination. » Il enlaça la taille de la jeune femme et lui rendit son baiser. « Et Mélanie ?» ?»« J'ai bien sûr appelé notre baby-sitter habituel. Sophie va arriver vers 19h30. »« Ok, Madame Ashray, je vais à la douche, si tu viens avec moi. »« Et Mélanie ?»« Je vais lui mettre un Disney. Tiens, Basile, détective privé. Ça nous laissera 1 heure devant nous, rétorqua-t-il en resserrant son étreinte. Tu es démoniaque. Et tu vas céder à la tentation. Tu me cèdes toujours, pécheresse. Elle s'abstint de tout commentaire. Il avait raison. Elle était incapable de lui résister. Dès qu'il l'effleurait, elle frissonnait de la tête aux pieds et tout son corps se tendait vers lui. Dépêche-toi de mettre le film en route pour Mel. Il s'exécuta prestement. Enchantée, la fillette attrapa sa couverture favorite, qui était celle de son berceau, dont elle mettait une partie sous son bras gauche, attrapant ensuite toujours un bout qu'elle coinçait dans la main droite, dont elle suçait le pouce, tout en se chatouillant le nez avec. Absorbée à la fois par sa ticouture et le film, elle ne bougea plus d'un iota. Ses parents en profitèrent pour passer un moment d'intimité en dehors de la douche et sous la douche. Frédéric fut prêt avant sa femme et rejoignit sa fille sur le canapé. La baby-sitter venait d'arriver lorsque Valentine fit son apparition, vêtue d'un pantalon noir à taille haute, avec un bustier en satin stretch drapé et ceinturé de même teinte, recouvert d'une veste à col tailleur et cintré vert sapin. Elle avait laissé ses cheveux libres et ses oreilles étaient ornées de pendants d'oreilles art déco, ornés d'un motif piriforme retenant par une ligne articulée de petits diamants et une émeraude rectangulaire que Frédéric lui avait offert pour son 30e anniversaire. À ses pieds, d'élégantes chaussures à talons noirs la faisaient paraître encore plus élancée. Sa tenue était complétée par une pochette en satin noir avec une bande de cristaux. Elle était sublime, et si la baby-sitter n'avait pas été présente, Frédéric l'aurait de nouveau enlacée étroitement pour un profond baiser, voire plus. Mais, après avoir fait un câlin à Mélanie, il saisit la main de Valentine pour sortir. La jeune femme le guida jusqu'au restaurant où elle avait réservé. Il la tint enlacée tout au long du chemin. Mais, à l'arrivée, lui qui croyait passer une soirée en tête-à-tête avec l'amour de sa vie, se retrouva entouré de ses amis et collègues les plus proches, ainsi que de sa sœur et son beau-frère. Passé le premier moment de surprise, il souleva Valentine de terre avant de l'embrasser fougueusement. « Cachetière. Je t'aime, Valentine Ashray. »« J'espère bien, professeur. » Après un repas à l'ambiance détendue, la plupart des convives eurent envie d'aller en discothèque et se défoulèrent sur les tubes du moment. Frédéric préférait les slows pendant lesquels il pouvait serrer sa femme étroitement contre lui, comme sur Stand By Me, remis au goût du jour l'année précédente, ou The Miracle of Love, With or Without You, I Just Can't Stop Loving You, ou Calling You, ce qui ne l'empêcha pas de l'entraîner sur des rythmes plus endiablés, comme la bamba, ou latino comme la Isla Bonita. En revanche, il la laissa entre deux harroudis et tous deux firent de belles démonstrations de tango sur Smooth Criminal, de rumba sur un roman d'amitié, de cha-cha-cha sur I Wanna Dance with Somebody ou encore de samba sur Faith. Ils rentrèrent vers 2 heures du matin et libérèrent Sophie. Mélanie dormait à poings fermés. Ses parents la rejoignirent dans le sommeil très rapidement. En octobre, Frédéric s'engagea dans l'essai thérapeutique franco-anglais Concorde, toujours sur l'efficacité de la ZT et toujours
chez des personnes séropositives asymptomatiques. Les personnes concernées ne savaient pas toujours à quel saint se vouer. À certains moments, on disait que les séropositifs sains ne devaient pas se faire traiter parce que ça ne servait à rien, que ça pouvait précipiter la maladie. Ensuite, on avait dit le contraire, qu'il fallait les traiter avant que leur lymphocyte T4 tombe très bas. À l'époque, les patients devaient aussi en prendre des doses massives, toutes les 4 heures, ce qui les obligeait à se réveiller la nuit. Anna, décembre 1988. Le ciel était bien dégagé ce samedi 10 décembre sur Caen. Il y avait foule à l'hôtel de ville, installé dans un des joyaux du patrimoine de la ville et sa fierté, l'abbaye aux hommes, fondée par Guillaume le Conquérant. Un grand nombre des médecins du CHU s'étaient déplacés pour la cérémonie de remise de médailles à leur confrère, Étienne Hacheret. Le nouveau chevalier de l'Ordre national du mérite venait d'être décoré par un autre Normand, Pierre Bérégovoy, ministre des Finances, de l'Économie et du Budget. Frédéric s'était naturellement déplacé avec Valentine et sur place, ils avaient retrouvé Victoire et Nicolas. Catherine avait accaparé sa belle-fille pour la présenter à son cercle d'amis. Victoire et Nicolas étaient en pleine conversation avec un ancien camarade de classe de l'ingénieur. Le tout nouveau professeur Hacheret avait discuté un moment avec des confrères caennais de l'affaire Garetta, dont la voiture avait été détruite volontairement devant son domicile, avec également une explosion suivie d'un incendie. Un groupe baptisé Honneur de la France avait revendiqué le geste. Il s'agissait d'un avertissement pour le criminel et trafiquant d'or rouge Michel Garetta. Selon ce groupe, le directeur du CNTS avait, pour le profit et pour conserver un monopole de fabrication et de distribution, écoulé des médicaments en sachant parfaitement qu'ils contamineraient à mort des enfants innocents. Il s'était ensuite isolé, espérant que sa mère finisse par libérer Valentine et regarder par la fenêtre les personnes qui se baladaient à l'extérieur sur l'esplanade. Une voix tout près de lui le détourna de sa contemplation. « Bonsoir, Frédéric. Je suis contente de te revoir. Tu es toujours aussi séduisant. » Il est vrai que le médecin portait un élégant costume italien anthracite qui faisait ressortir le bleu de ses yeux. Pour une fois, ses cheveux étaient disciplinés. « Bonsoir, Anna. Tu es très en beauté, toi aussi, ce soir. »« Merci. J'ai appris que tu étais marié et papa d'une petite fille. Je te félicite, tu as eu enfin ce que tu souhaitais, une famille. »« Oui. Et vois-tu, je suis très amoureux de ma femme et je suis comblé sur tous les plans. » Cependant, ce ne doit pas être toujours facile d'avoir une vie sexuelle épanouie avec une femme accaparée par son mioche la plupart du temps. Rassure-toi, nous trouvons toujours des moments d'intimité. Certes, mais ça ne doit plus être pareil de faire l'amour avec une femme qui n'a pas retrouvé son corps de jeune fille, déformé par la grossesse, les seins avachis par l'allaitement. Certaines même ne retrouvent jamais leur petit 38. C'est ta vision des choses, pas la mienne. Elle commençait sérieusement à l'agacer. Il chercha Valentine des yeux. Elle était toujours avec Catherine, qui la présentait aux collègues et épouses d'Étienne. Comme elle est belle. Elle était très différente de son ex. Anna, la brune aux yeux bruns de type méditerranéen, était belle, mais son visage était froid et son sourire de façade. Valentine, avec sa blondeur scandinave et ses yeux verts aux nuances changeantes, avait une beauté lumineuse. Son visage de madone et son sourire chaleureux attiraient tout de suite les regards et la sympathie. Il fit cependant un effort pour poursuivre un peu la conversation par pure courtoisie. « Et toi, toujours célibataire ?»« Plus que jamais. La liberté de choisir un partenaire et de le garder un certain temps ou juste une nuit me convient. Tu ne trouves pas qu'il manque quelque chose dans ta vie ? Quoi ? Quelqu'un qui t'aime vraiment, par exemple ? Mais
Pour ça, il faut aussi être capable d'aimer. Oh, mais la plupart tombent amoureux de moi. C'est généralement le cas avec les hommes lorsqu'on leur donne ce qu'ils veulent. C'est vrai que tu es une excellente comédienne. Oui, et ça a bien marché avec toi. Je te voulais et je t'ai eu. D'ailleurs, si un jour ta femme ne te comble plus autant, je reste disponible pour toi. Tu restes dans mon top 5 des meilleurs amants. Je sais que tu viens régulièrement à Paris. On pourrait passer de bons moments ensemble. Je n'ai changé ni d'adresse, ni de numéro de téléphone. Dans tes rêves, répondit-il boudeur. Il n'avait qu'une hâte, que Valentine le rejoigne. Sa présence apaisante lui faisait toujours du bien. Mais Anna, il avait envie de la gifler. Tu es toujours aussi craquant. Tu n'as vraiment pas changé depuis notre divorce, il y a 5 ans. Toi non plus, apparemment. La beauté du diable. Tu me flattes. Ne considère pas ça comme un compliment. La jeunesse n'est pas éternelle. Ta beauté extérieure se fanera. En revanche, ta dureté et ta froideur seront toujours là. Les yeux de Frédéric lançaient des éclairs. Mais soudain, ce regard changea. Valentine venait enfin vers lui et lui offrait son plus beau sourire. Une lueur apparut dans ses yeux si bleus et limpides. Anna n'avait jamais vu cette lueur révélant des sentiments profonds qu'il n'avait vraisemblablement jamais ressentis pour elle. Elle comprit à ce moment-là qu'il était éperdument amoureux de cette femme qui s'approchait. « Valentine, mon amour, enfin te voilà. Je te présente Anna. » La jeune femme blonde tendit la main à la brune, qui ignora son geste. « Je suis enchantée de faire votre connaissance, Anna. » Celle-ci la regardait sans aménité, la détaillant de la tête aux pieds avec un sourire condescendant, comme si elle évaluait la marchandise. Frédéric avait remarqué son manège. Sa femme portait une élégante robe portefeuille à manches longues, drapée, vert sapin, qui moulait sa silhouette parfaite et dont la ceinture en serrait la taille fine. Le profond décolleté en V devant laissait deviner qu'elle ne portait aucun soutien-gorge. Pour tout bijou, elle n'arborait que les longs pendants d'oreilles en diamants et émeraudes offerts par Frédéric. Ses cheveux étaient tirés dans un chignon de danseuse et dégageaient son ravissant visage. Des escarpins noirs mettaient en valeur ses jolies jambes, dévoilées par la robe qui s'arrêtait aux genoux. Comme tu peux le constater, ma femme n'a pas été déformée par sa grossesse. Ses petits seins sont toujours aussi fermes quand je les tiens dans mes mains. Mais c'est vrai qu'elle ne rentre pas dans du 38. Valentine a une taille mannequin et met du 36. Sur ce, Anna, j'ai été ravie de discuter avec toi, mais j'ai besoin de prendre l'air. C'est irrespirable ici. Valentine l'observait stupéfaite. Sur ces dernières paroles, il l'enlaça pour l'entraîner hors de la salle de réception. Il marchait à grands pas, manifestement très pressé de s'éloigner de son ex. Quand ils furent sortis de la salle, la jeune infirmière stoppa net. « Frédéric, tu peux m'expliquer ? Elle me met hors de moi. Elle n'a pas arrêté avec ses insinuations sur le corps déformé par la grossesse, la vie sexuelle du couple perturbée par les enfants, et j'en passe. Je vois. C'est malheureusement parfois vrai. Oui, mais ce n'est pas notre cas, et ce n'est pas tout. Elle m'a même proposé de coucher avec elle si jamais tu ne me satisfaisais plus. C'est culotté, dit Valentine avec un sourire. Mais dis-moi, je te suffis toujours, n'est-ce pas ? Frédéric la regarda, soudain choqué par sa question. Mais il vit une lueur de moquerie dans les yeux de sa femme. Il commença à se détendre. Là, tu te moques de moi, mon amour. Ça se voit tant que ça. Mais tu n'as pas répondu à la question pour autant. Tu sais bien que je ne désire que toi et toi seul, dit-il en lui prenant les lèvres pour un long baiser. Une opportunité inattendue. Avril 1989. Anna avait quitté la multinationale dans laquelle elle avait été embauchée
lorsqu'elle avait retrouvé Frédéric, interne à Paris. Depuis 1983, elle avait intégré un des cabinets d'avocats d'affaires les plus réputés de la capitale. Elle en était devenue l'une des associées. Ce matin de début avril 1989, elle avait rendez-vous au siège social d'une grande entreprise de distribution pharmaceutique à Saint-Ouen. Elle devait être reçue par le directeur général pour un nouveau contrat. Elle s'était présentée pile à l'heure devant le secrétariat de direction où elle était attendue. « Bonjour, Anna Toledano, j'ai rendez-vous avec monsieur le maître. »« Bonjour, maître. Monsieur le directeur vous attend. Veuillez me suivre. » Anna suivit la secrétaire qui l'introduisit dans un grand bureau clair, lumineux, avec un mobilier épuré, très design. Le directeur se leva pour venir au-devant d'elle avec un sourire affable. « Maître Toledano, bonjour, je suis ravi de vous accueillir. » L'homme était séduisant, la quarantaine avantageuse, les cheveux blond foncé argentés aux tempes, des yeux bleu-gris, une barbe soigneusement taillée. Sa silhouette était mince, sans une once de graisse. Il la dépassait d'une tête, faisant apparemment plus d'1,80 m. « Bonjour, monsieur, je suis enchantée de faire enfin votre connaissance, après tous ces entretiens téléphoniques, » répondit-elle un brin aguicheuse. « Veuillez vous asseoir. Avant que nous commencions à parler du contrat qui va lier notre société à votre cabinet, désirez-vous un café ou un thé ? » ?»« Je veux bien un café, s'il vous plaît. » Pendant qu'il appelait sa secrétaire pour lui demander 2 cafés, l'avocate jeta un coup d'œil circulaire dans la pièce. La première chose qu'elle vit fut un immense cadre contenant une photo de femme, une danseuse en mouvement, mais dont on voyait nettement le visage. Son regard resta scotché sur la jeune femme du portrait. Cette jeune danseuse, on dirait la femme de Frédéric. Comment s'appelle-t-elle déjà ? Ah oui, Valentine. Tout à sa contemplation, elle ne remarqua pas que le directeur la regardait fixer le portrait. « Elle est belle, n'est-ce pas ?» La voix de l'homme la fit sursauter. « Oui, très belle. C'est votre femme ?»« Non. Valentine était ma petite amie il y a presque 10 ans. Mais j'aime ce portrait, surtout pour l'esthétique. Je suis un célibataire endurci. » Tiens donc, Valentine, c'est donc bien elle. S'il a gardé ce portrait, il a peut-être d'autres photos d'elle chez lui. Un plan commençait à s'élaborer dans sa tête. Elle allait aiguiser ses armes pour séduire cet homme, devenir intime avec lui. Après tout, il n'est vraiment pas mal. Cela ne devrait pas être difficile, je vais le côtoyer fréquemment. Un célibataire endurci, a-t-il dit, mais sûrement pas un moine. Ce jeudi 13 avril 1989, au moment de la pause, les soignants du service des infectieux du quart du matin avaient entamé une discussion à propos d'une note parue la veille dans le Canard enchaîné et datant de juin 1985. Cette note de Michel Garetta indiquait que la distribution des produits non chauffés restait la procédure normale tant qu'ils étaient en stock. C'est bizarre, la presse n'a pas eu l'air de réagir. Ont-ils réalisé que ces produits en stock étaient à l'époque potentiellement contaminés, réagit Valentine ulcérée. Il faut croire que non, répondit un interne. Pourtant, ça bouge depuis un moment du côté des hémophiles et des transfusés. Dès janvier 1988, le musicien jazzman hémophile Jean Garvanoff avait déjà tenté d'alerter les pouvoirs publics et la presse sur cette question de la crise en 1985. Oui, je me souviens. Et pour porter l'affaire devant les tribunaux, il a créé l'association des polytransfusés